Appel du président de la République à la rédaction d'une nouvelle constitution en 2025. Le FCC de Joseph Kabila va-t-il y répondre? Budget exercice 2025 déclaré recevable à l'Assemblée nationale. Budget réaliste ou pas? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Maître Arlette Odia, cadre du PPRD, parti politique, membre du FCC. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. Bonjour et bienvenue fidèles auditeurs et chers internautes à ce nouveau numéro de votre magazine Débat au féminin, bien sûr, magazine des femmes pour les femmes par les femmes, on ne cessera de le dire, un magazine qui donne la parole aux femmes qui débattent sur les questions d'actualité et bien d'autres sujets qui touchent à la vie nationale. Et aujourd'hui, nous recevons pour vous Maître Arlette Odia, cadre au sein du PPRD, parti politique, membre du Front commun pour le Congo. Je parle donc du FCC. Et avec elle, on va revenir, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les questions d'actualité, l'actualité qui a marqué la semaine qui, vous le savez, reste la révision ou changement de la Constitution, la prise de position notamment du FCC concernant ce débat. On va aussi parler de la loi des finances déclarée recevable à l'Assemblée nationale avec un budget chiffré à près de 49 847 milliards de francs congolais, on dirait donc de manière brève 18 milliards de dollars américains. Budget réaliste ou pas? Voilà, autour de ces sujets que nous allons nous entretenir avec, je l'ai dit tout à l'heure, Maître Arlette Odia, l'invitée du jour. Elle est cadre du PPRD, membre politique, ou je voulais dire parti politique, membre du Front commun pour le Congo, à qui je dis bonjour et bienvenue sur nos antennes. Bonjour, merci bien Madame Isabelle. Alors on va vite entrer dans le vif du sujet. Première question, pourquoi le FCC s'oppose à la révision de la Constitution annoncée par le chef de l'État, Macky Sall? Je commence par vous dire qu'on ne peut pas être contre la révision constitutionnelle en République démocratique du Congo. Pourquoi? Tout simplement parce que la révision constitutionnelle est constitutionnelle. Mais nous sommes par contre en train de nous opposer à M. Félix Tshisekedi. On estime que sous son régime, la Constitution ne peut pas être révisée. La raison est simple, c'est qu'il s'est lui-même disqualifié. Quand je parle d'une disqualification, qu'est-ce que la Constitution prévoit pour une révision constitutionnelle qui n'est pas à ce jour en place au point de permettre au président de la République actuelle de procéder à cette révision constitutionnelle? C'est là les vrais débats. Madame, la révision constitutionnelle, elle ne peut pas se faire pendant l'état de siège. Mais l'état de siège peut être levé. Laissez-moi d'abord vous dire que ce n'est pas moi qui ai décrété l'état de siège. Ce n'est pas vous, ce n'est pas le FCC. Le président, oui, c'était sur initiative du président de la République. Oui. Nous sommes en plein état de siège. À partir de ce moment, il ne peut pas y avoir révision constitutionnelle. Mais il peut être levé. Parce qu'aujourd'hui, la tendance par rapport à cet état de siège, il y a plusieurs ressortissants de l'Est qui n'en veulent plus. Donc, le président de la République peut décider aujourd'hui de lever cet état de siège et donner la voie ou ouvrir une brèche au changement ou à la révision de la Constitution. Vous faites bien de citer les compatriotes de l'Est qui ne veulent plus de l'état de siège, mais ils ne veulent plus également de l'insécurité. Ils demandent à la fois que le problème de l'insécurité soit résorbé et aussi que l'état des sièges soit levé. Vous ne faites pas que lever l'état de siège sans mettre fin
à la situation d'insécurité à l'est du pays, sinon ça serait tout simplement incohérent. C'est ainsi qu'on vous dit. Que l'on apprenne qu'il n'y a plus d'insécurité à l'est du pays, avec pour conséquence la levée de l'état des sièges, on va tous applaudir. Mais vous ne levez pas l'état des sièges quand la raison pour laquelle vous l'aviez déclenché a arrêté d'exister. C'est ça le problème. Mais pourquoi dites-vous que le président s'est lui-même disqualifié alors que la Constitution prévoit cette disposition qui lui donne cette prérogative de pouvoir réviser, initier une révision constitutionnelle? Mais j'ai commencé par vous évoquer aussi la disposition de la Constitution qui interdit l'état des sièges et qui interdit la révision constitutionnelle en plein état des sièges. Ça aussi, c'est la Constitution. Donc, il s'est disqualifié justement en décrétant cet état des sièges. Il s'est également disqualifié en privant une partie de la République démocratique du Congo de pouvoir se présenter aux élections. Ça, vous le savez. Les élections ne se sont pas tenues sur l'ensemble du territoire national. La conséquence, c'est que tous les territoires ne sont pas représentés au sein de l'Assemblée nationale. On a vu quelque chose de catastrophique, c'est de voir la Cour constitutionnelle prendre une décision politique, ordonner que les députés de l'ancienne législature continuent le mandat à la nouvelle législature. Déjà que ça viole la Constitution de la République. Cette Constitution qui dit comment on devient député et comment on perd la qualité des députés nationaux. Mais vous avez la Cour constitutionnelle qui vient prendre une décision politique qui contredit la Constitution. Et ça veut dire que ça nous donne une Assemblée nationale qui est anticonstitutionnelle. Ça, c'est une vérité. Les Congolais ont été scandalisés, je suis sûre, pour la plupart, d'apprendre que nous avons 500 députés qui siègent. Alors qu'en même temps, la CENI a annoncé sur les médias qu'il y aura, dans un futur proche, la tenue des élections dans les territoires où il n'y avait pas eu élection. Maintenant, quelle sera la conséquence avec ceux qui ont déjà commencé le mandat? Ce sera par quel mécanisme que vous allez faire sortir cela pour ramener les nouveaux élus? Voyez, est-ce que dans ces conditions-là, donc, nous avons une Assemblée nationale? Le climat actuel ne permet pas la révision constitutionnelle. Mais qui a dit à ceux qui nous dirigent d'organiser les élections sur une partie du territoire sans tenir compte de l'autre? Mais pas seulement ça, d'aller reconduire les anciens députés, en faire des nouveaux avec la nouvelle législature. Tous ces désordres-là ne vous dérangent pas? Si ça ne vous dérange pas, sachez au moins que ça dérange la Constitution. À partir de ce moment, il n'est pas dans les conditions d'organiser la révision constitutionnelle. Mais il y a aussi un argument politique. L'argument politique, c'est que la CENI qui est en place, elle n'est pas opposable à l'opposition politique. Ça, c'est une vérité. La loi qui organise la CENI, vous savez très bien, quand ces articles 10 et 12 organisaient que les membres les partis ou regroupements de l'opposition politique devraient déléguer leurs membres au sein de la CENI. Voyez tous les partis de l'opposition. Dites-moi, quel est ce parti de l'opposition qui avait délégué son membre au sein de cette CENI? Aucun parti. Mais cette CENI, elle ne nous est pas opposable. Les gouvernements, l'Assemblée nationale qui est mise en place, qui découle de cette CENI-là, n'est pas opposable à tout le monde. Vous voyez, toutes ces conditions font que ce n'est pas des institutions légitimes. Ils ne peuvent pas initier la révision constitutionnelle. Toutes les routes sont barrées. Elles sont barrées par eux-mêmes. On était en train de dénoncer ces choses. Ils ne nous écoutaient pas. La conséquence, c'est qu'ils ne peuvent pas réviser la Constitution. Et à quand va sonner l'heure de la révision, justement, de cette Constitution? Parce que vous dites que le climat, aujourd'hui, ne le permet pas. Mais avec le prochain président de la République, je l'ai dit ailleurs, je les reprends aujourd'hui, ici chez vous, je pense que le prochain président de la République ne commettra pas les erreurs de celui qui est en place.
Parce que même si le besoin de la révision constitutionnelle peut se présenter, il y a ces choses-là que je venais d'énumérer qui font qu'elle ne peut pas avoir lieu. Mais il y a aussi autre chose. La légèreté avec laquelle ceux qui dirigent abordent la question de la révision constitutionnelle. On a connu des révisions constitutionnelles en 2011, je pense. Oui, quand on est passé de l'élection de 2 tours à un seul tour. Voilà. Oui. Pourquoi vous les répétez? Parce que c'était bien précis. Tous les Congolais savaient qu'on partait dans la démarche des révisions constitutionnelles pour n'échanger que la question de l'élection allant de 2 tours à 1 tour. Mais quand vous écoutez ceux qui nous dirigent aujourd'hui évoquer les raisons de la révision constitutionnelle, vous posez la question parce que nous suivons votre média. Vous voulez réviser quelle disposition constitutionnelle? Par exemple, la question de la nationalité. Par exemple, la question de la minorité des populations. Par exemple, pourquoi vous nous amenez dans les par exemple? Ça, c'est pas une révision constitutionnelle. Ça veut dire que vous voulez nous amener dans les tripatriages constitutionnels. Et comprenez, ceux qui vous prêtent des mauvaises intentions, c'est là est clair. Vous voulez réviser la Constitution, vous révisez quoi dans cette Constitution? Mais est-ce que cette Constitution ne présente pas des faiblesses? Mais ça, c'est pas le débat. C'est pas encore là le débat. Avant d'évoquer les faiblesses de la Constitution, nous devons d'abord nous retrouver dans les conditions qu'il n'y a pas état des sièges, il y a une CENI inclusive, il y a l'Assemblée nationale qui découle d'une CENI justement inclusive à laquelle tout le monde a participé, il y a une route barrée, il y a une porte qu'on ne peut pas ouvrir. Comment vous voulez que l'on débatte sur ce qui est de l'autre côté de la porte? Pourquoi ça doit rester un sujet tabou? Réfléchir sur la révision constitutionnelle, même s'il y a état des sièges. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir sur la possibilité de réviser cette constitution? Réfléchir avec qui? À partir du moment où le président de la République a écarté une frange importante de la classe politique aux élections. Mais c'est vous-même qui avez boycotté les élections. Nous n'avons pas boycotté les élections. Peut-être là, vous oubliez l'histoire. Nous avions, nous, le FCC, nous avions le droit de déléguer des membres au sein de la CENI. Le président de la République nous avait privés de ses droits. Il nous prive de ses droits comment? Quand il décide de nommer par ordonnance présidentielle des délégués qui n'ont pas été désignés par les composantes. Comment, dans ces conditions, vous nous obligez, nous, à aller à ces élections? C'était légitime de notre part. Mais on dit que la politique de la chaise vide ne paye pas. Mais ça, ce n'est pas encore la politique de la chaise vide. Ça, c'est la politique d'un droit usurpé. Vous usurpez les droits des membres de l'opposition qui devaient déléguer les leurs. La faute n'est pas la nôtre. La faute, c'est dans les camps des autres, en fait. Vous écartez une frange importante. Pourquoi je parle de la frange importante? C'est que tout le monde sait qu'en dépit du débauchage, en dépit de la, et ils ont appelé ça comment? De la réconfiguration de la majorité, je sais pas. Le FCC demeurait la force de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale qui avait les plus des députés. Trouvez-vous normal que dans ces conditions-là, ils devaient nous priver du droit de désigner des membres au sein de la CENI? C'est pas normal. Donc, le problème, c'est chez eux. C'est pas chez nous. Notre posture, c'était une posture légitime. Quand on vous prive de vos droits, vous devez réclamer. Quand vous ne réclamez pas, on abuse. Et c'est ça la conséquence. Donc, il ne faut pas trouver les blocages chez nous. Les blocages, c'est dans le camp du président de la République qui avait pensé qu'il irait d'irrégularité en irrégularité sans conséquence. Le secrétaire permanent du PPRD, le SP Emmanuel Ramazan Chadari, parlant au nom du FCC, il avait évoqué le fait que vous partez d'irrégularité en irrégularité. Vous serez bloqué, vous allez bloquer le pays. C'est là que nous nous retrouvons en ce jour. Mais ce qui est étonnant, c'est que vous trouvez les fautifs chez nous. Non, il n'y a pas de fautifs chez nous. Les fautifs, ce sont ceux qui dirigent le pays et qui ne voulaient pas chaque fois écouter quand on leur disait et qui préféraient chaque fois violer la loi au moment où il fallait la respecter. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que finalement, l'UDPS aujourd'hui qui est au pouvoir est revenu à la raison quand vous avez sollicité en 2016 la révision de la Constitution? C'est ça.
toute la différence entre le PPRD et l'UDPS. Le PPRD avait autrefois proposé la révision constitutionnelle. On se souvient qu'en 2011, c'était passé. En 2016, c'est pas passé parce que l'opinion, on va surtout dire l'opposition de l'époque, prêtait des intentions au président Joseph Kabila qu'il voulait tout simplement s'éterniser au pouvoir. Mais au moins cette fois-là... Il y a l'opposition qui pense que le président de la République voudrait s'éterniser en voulant à tout prix la révision de la Constitution. Ça, c'est un procès aussi d'intention. Non. D'abord, je vais vous faire voir que à l'époque où le PPRD voulait réviser pour la deuxième fois la Constitution, les conditions étaient réunies. Ça veut dire qu'il n'y avait pas état des sièges, ça veut dire qu'il n'y avait pas une frange de l'opposition qui était écartée au débat national ou au débat politique. Donc, tout était vraiment en place. Mais pour la simple raison que l'opposition doutait de l'intention du président Joseph Kabila, cette révision n'est pas passée. Mais aujourd'hui, il y a tous ces éléments que je vous étale, qui donnent des raisons de croire que l'intention est pour monsieur Félix Tshisekedi de s'éterniser au pouvoir. Je vous fais voir qu'aujourd'hui, ils entretiennent une confusion entre la révision constitutionnelle et le changement de la Constitution. Vous pensez que ça, c'est anodin? Non, ça ne peut pas être anodin parce que, comme vous le savez, la révision constitutionnelle et le changement de la Constitution conduit à des conséquences différentes. Donc, quand vous venez, vous me parlez du changement de la Constitution, c'est que on répare à zéro. On répare à zéro. On va répartir à zéro avec celui qui est en place. Vous comprenez? Parce qu'il faudrait une période de transition pour pouvoir... Voilà, la conséquence, c'est celle-là. Donc, et puisque le peuple le dit en ce moment-ci, partant de nous, le FCC qui avons commencé par le dire, que l'intention du président de la République, Félix Tshisekedi, est de s'éterniser au pouvoir, la cacophonie qu'il crée entre la révision et les changements de la Constitution en est la preuve la plus éloquente. Mais c'est ce qu'il n'a pas dit à Kisangani. Il dit que ça, ce serait, comment je vais le dire, une prérogative, c'est à la population de se prononcer par rapport à la durée du mandat, mais lui n'a jamais dit qu'il voudrait s'éterniser au pouvoir. D'abord, je vous ai souvent dit que faire la politique, c'est avoir la capacité de voir au-delà du mur des apparences. Quand le président de la République vous rappelle que la population doit se prononcer, elle va se prononcer comment? Par référendum. Mais tout cela doit être mis dans la Constitution. On ne revient pas au référendum pour dire aux Congolais est-ce qu'on doit changer ou ne pas changer. Les référendums, c'est pour réviser, c'est pas pour changer. Mais quand eux vous parlent du changement, l'intention, c'est la mauvaise des intentions et c'est pourquoi vous voyez tout ce débat. Mais moi, je dois quand même vous dire que cette légèreté avec laquelle ils abordent la question de révision constitutionnelle m'indique une chose, c'est que leur déclin est proche. Et moi, en tant que politique, ça m'arrange. Ça m'arrange que le monde entier s'aperçoive que nous sommes dirigés par des gens qui n'ont pas d'égard pour les engagements, qui n'ont pas d'égard pour les lois de la République, qui n'ont surtout pas d'égard pour la Constitution. Quand vous voyez les dirigeants dire que nous avons une mauvaise Constitution, moins d'une année seulement, après avoir prêté le serment de protéger la Constitution et de veiller sur sa protection, c'est un scandale. Moins d'une année. Vous dites que c'est une mauvaise constitution alors que vous veniez de prêter serment solennellement au stade des martyrs de la Pentecôte. Je vais protéger cette constitution. Je vais faire protéger cette constitution. Moins d'une année, vous dites que c'est une mauvaise constitution. Mais une mauvaise constitution, il faut que le monde entier de l'étranger, comme a dit le président de la République, qui parle d'une constitution de l'étranger, élaborée aussi par les étrangers. C'est pas vrai. J'ai suivi qu'est-ce qui explique sur votre média la présence des experts belges dans l'élaboration de cette constitution? La même chose qui explique la présence des experts africains lorsque les Occidentaux élaborent également leurs textes.
Il ne faut pas dire que quand les Occidentaux élaborent leurs textes, il n'y a pas de Noirs, il n'y a pas des Africains. Déjà, il y en a même plusieurs au sein de leurs institutions. Vous en avez reçu certains ici sur votre plateau. Actuellement, pendant que je vous parle, il y a certains experts congolais qui accompagnent le Gabon dans l'élaboration de leur nouvelle constitution. Et vous allez dire que cette constitution-là est congolaise? C'est pas vrai. J'étais en train de vous dire que j'ai suivi sur votre média le ministre d'État à l'environnement revenir sur le fait que lorsque les débats se tenaient sur la Constitution, M. Étienne Tshisekedi Lumumba faisait passer ses points de vue par M. Franck Diongo, par M. Lisanga Bonganga. Peut-être. Ça veut dire que l'UDPS avait aussi participé à l'élaboration de cette Constitution-là. À partir de ce moment, on doit continuer à considérer que c'est une constitution des étrangers. Est-ce qu'il n'y a pas eu des contraintes? Est-ce qu'ils ont la notion du droit comparé? Parce qu'à l'époque, il y avait, comment dirais-je, cette guerre qui a surgi. Il fallait à tout prix pacifier le pays. Ben, voilà, mais eux veulent diviser. Le président Joseph Kabila voulait justement pacifier le pays. Et il a fait participer toute la classe politique à l'élaboration de cette constitution. Il a fait participer les forces de la société civile. Il Il le peuple en allant finalement au référendum. Mais pourquoi eux veulent diviser? En ce moment-ci, l'Assemblée nationale n'est constituée que de l'Union sacrée. À juste titre, parce que c'était leur CENI. Ils en ont fait ce qu'ils voulaient. Vous voulez que ce soit la révision, qu'elle passe par cette Assemblée nationale monocolore, anticonstitutionnelle? Nous avons le droit de dire non. Et le peuple comprend notre position. Ils nous suivent. Ils la défendent. Vous rejetez l'idée d'une constitution mauvaise telle que le déclare le camp du pouvoir. Mais est-ce que vous pensez que la constitution est aussi parfaite? Non. Là, vous utilisez deux concepts différents. Parler de mauvaise, parler de parfaite, c'est deux choses différentes. Et on parlait de mauvaise constitution. Moi, je me pose la question, à partir de quel moment elle est devenue mauvaise? Parce que c'est cette constitution avec laquelle monsieur a prêté serment en 2019, c'est la même constitution avec laquelle monsieur a prêté serment en 2024. Elle est mauvaise parce qu'elle ne répond pas aux réalités. Vous savez, quand une constitution est mauvaise, c'est qu'on fait. On fait un coup d'État. Comprenez? On a connu ça ici dans notre pays. Quand M. Mobutu décide de faire le coup d'État en 65, ça veut dire qu'il se révolte aussi bien contre ceux qui dirigent ou qui dirigeaient le pays, et il se révolte contre la loi fondamentale de l'époque. Vous voyez, dans tous les autres pays qui ont connu des coups d'État, vous vous rendrez compte que ceux qui viennent pour faire le coup d'État, ils se révoltent contre ceux qui dirigent et leurs textes. Mais quand vous venez à l'issue d'une, comment on va dire, alternance politique, ça veut dire que ce n'est pas une mauvaise constitution. Vous n'avez pas été dans les conditions de vous révolter contre la constitution. Ça me permet déjà d'avancer aussi, de répondre à l'argument de ceux qui disent que, voilà, on veut changer la constitution parce que c'était l'héritage. L'héritage d'Étienne Tshisekedi, il avait promis que quand il serait au pouvoir, il va reviser cette constitution. Non, Étienne Tshisekedi, arrivé au pouvoir, il devait changer la constitution. Pourquoi? Parce que pour lui, il ne se voyait pas venir au pouvoir par la voie de l'alternance. Il voyait autre mécanisme, dont notamment le coup d'État. Pourquoi je le dis? Souvenez-vous de son argument, souvenez-vous. Quand il dit que il donnera une récompense à tout celui qui lui amènerait le président Joseph Kabila ligoté, vivant et ligoté. Qui peut ligoter un président de la République si ce n'est un groupe de militaires? Alors, le président Tshisekedi, s'il avait... le dit. Non, ce sont ses propos. Mais est-ce que l'intention est telle quelle? Moi, je ne veux pas parler de l'intention. Je reste d'abord sur les propos.
amenez-moi Joseph Kabila vivant et ligoté. Ça veut dire qu'il s'adressait à ceux qui peuvent ligoter et arrêter un président de la République. La conséquence aurait été justement qu'il se serait révolté. Démocrate. Oui, quand vous dites qu'il souhaitait mais ce sont un coup d'État. Ce sont ses propos. Alors, moi, j'estime que la conséquence aurait été qu'il serait arrivé au pouvoir dans les conditions de changer la Constitution. Mais parce qu'il y a des écueils. Ça serait logique. Si le président Étienne Tshisekedi était arrivé au pouvoir comme Mouzé Kabila à l'issue d'une révolution, parce qu'à plusieurs reprises, il a demandé aux Congolais de se révolter. Si ça avait abouti, ce serait une révolution civile. Dans ces conditions-là, il aurait changé la Constitution. Ce serait politiquement défendable. Mais aujourd'hui, ce n'est pas politiquement défendable. Mais parce qu'ils ne se sont pas révoltés contre la Constitution au moment où ils arrivaient au pouvoir, madame. Ici, c'est d'abord scientifique et c'est pratique. Cet argument-là n'est pas politique. Cet argument est scientifique, il est pratique, c'est comme ça que c'est utilisé partout à travers le monde. Mais non, quand le président décide de changer la Constitution, ça veut dire qu'il se révolte contre cette Constitution. Or, se révolter contre la Constitution, c'est ça en fait les coups d'État. C'est ça le coup d'État. C'est ça la violation intentionnelle de la Constitution en place. Parce que changer la Constitution implique la mort d'une république. Mais ce serait aussi avantageux pour vous, surtout pour votre autorité morale qui peut revenir aussi. Un avantage illégal, normalement, un politique doit s'en méfier. On ne va pas continuer à faire la politique comme elle se faisait à l'ancien temps. Non. La politique, c'est quand même l'affaire des hommes corrects. C'est une affaire des hommes corrects, madame. Et nous sommes là pour essayer de changer des choses. Et changer les choses dans la mentalité des Congolais. Et ça me réjouit tellement de voir qu'aujourd'hui, les Congolais sont matures. Ils savent faire la lecture des événements politiques. Cette constitution-là, vous ne vous êtes pas révolté contre elle. Vous ne vous êtes pas révolté contre ceux qui ont dirigé avant vous. Comment vous voulez tuer la République? J'étais en train de vous dire que les changements de la République, c'est la mort, le changement de la Constitution, pardon, c'est la mort d'une République. On est à la 3e République parce que la première était morte du fait du coup d'État du maréchal Mobutu. La seconde était morte du fait de la révolution de Mouzé Kabila. Et maintenant, pourquoi le président de la République décide de tuer la République sur la base d'aucune révolution? C'est la question que je me pose. Je pense que c'est la question qu'ils vont aussi se poser. De l'UDPS a dit que c'est la Constitution qui bloque le développement du pays, d'où il faut la changer. Oh, mais cela ne peut pas être vrai. La Constitution... C'est une Constitution conflictuelle qui a des germes de balkanisation. Mais elle a 18 ans. On fait allusion à l'article 217 où c'est ambigu. Je ne vais pas tomber dans ces pièges-là. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a d'abord une route barrée qui ne permet pas d'aborder les éléments en question qui peuvent ou changer ou ne pas changer. Donc, on ne peut pas, même aujourd'hui, débattre de ces articles qui posent problème parce qu'aujourd'hui, il y a état de siège, parce que le climat politique ne le permet pas. Oui, parce que quelque part, il est dit, il n'y a pas d'action sans intérêt. Si vous dites que voilà, on va tout simplement engager le débat sans penser à l'issue de ces débats, à quoi ça sert? Autant s'appesantir sur l'amélioration des conditions de vie des populations. J'ai suivi quelqu'un dire, voilà pourquoi on associe ou on assimile la notion ou la question sur la Constitution au développement du pays. Mais c'est parce que ça va de pair. Dans quel sens? La révision constitutionnelle, c'est une activité politique coûteuse. Ça vous coûte 1 milliard
de dollars, 1,2 milliard de dollars. Pour organiser les référendums. Pour organiser les référendums ou même pour le faire passer au niveau de l'Assemblée nationale, si elle était légitime et régulière. Mais nous sommes dans un pays où les médecins sont en grève, les enseignants sont en grève, les routes sont impraticables. Après la pluie, c'est l'inondation. Si la Constitution, qui aujourd'hui a 18 ans, oui, n'a pas, peut encore survivre sans révision quelques années et que l'on résorbe d'abord le problème du social, n'est-ce pas que c'est le Congo qui va gagner? N'est-ce pas que c'est les citoyens qui vont gagner? C'est un peu ça la réflexion. Il y a une enveloppe, il y a des fonds de l'État que l'on veut allouer à la révision constitutionnelle plutôt que améliorer les conditions de vie des populations. C'est là que vous voyez la société civile et plusieurs autres forces politiques du pays, autres que celles de l'Union sacrée, vous dire que l'amélioration des conditions de vie des populations prime sur les écueils qu'il peut y avoir dans notre Constitution. Alors, à Kisangani, le président de la République a annoncé la mise sur pied d'une commission pour la rédaction justement de la nouvelle Constitution. Est-ce que le FCC sera partant? Ça va se baser sur quelle disposition de la loi ou de la Constitution, par exemple? Vous savez, diriger le pays, c'est en fait faire appliquer le droit administratif. Et en droit administratif, on dit la compétence, elle est d'attribution. En droit constitutionnel, on parle de la séparation des pouvoirs, on parle surtout de la limitation du pouvoir. Président de la République soit-il, vous ne vous donnez pas des pouvoirs que les textes ne vous ont pas donnés. L'article 218. Oui, qui parle d'une commission? Non. L'article 218... Qui lui donne cette possibilité de réviser. Réviser, ça veut dire qu'il peut aussi donner, proposer à d'autres de se réunir pour réfléchir sur l'élaboration de Non, mais ce n'est pas ça que la Constitution dit. Soit c'est une pétition, à partir de ce moment, ce n'est plus le président de la République, soit c'est l'une des chambres du Parlement, ce n'est plus le président de la République, soit alors, c'est le président de la République. Oui, dans ce cas-ci, le président n'en a pas le droit. Mais je vous dis que quand la Constitution a dit une chose, qui suis-je moi pour la contredire? La Constitution dit que l'initiative de changer la Constitution, l'initiative de la changer, peut émaner du président de la République. Il a toute une administration. Ça veut dire qu'il va réfléchir, n'est-ce pas, avec son cabinet. Ensuite, le cours des événements va suivre. Mais quand il dit que non, il va mettre en place une commission. Il a violé la loi. Mais vous trouvez ça où dans la Constitution? On trouve ça où? Les constitutions précédentes, comment elles étaient nées? Je voudrais ici rappeler que la Constitution de 2006, c'est le travail fait par l'ensemble de la classe politique. L'ensemble de la classe politique. Souvenez-vous, à l'époque, il y avait 1+4. C'était protocolaire. Tous ces 5-là, ils étaient en fait tous présidents de la République. 1+4, tout simplement protocolaire. Chacun avait délégué pratiquement le même nombre de personnes au sein de l'Assemblée nationale, au sein du Sénat. Tout le monde avait participé à ces travaux-là. Mais pourquoi quand ça arrive au président de la République, lui, il doit commencer à aller prendre autour de M. Félix Tshisekedi, lui, il doit avoir le droit de choisir les gens comme bon lui semble. Alors qu'à l'époque du président Kabila, c'était les forces politiques. Il a appelé. Mais après avoir appelé, la Constitution est là, elle organise les choses. Avant l'avènement de cette Constitution, la classe politique avait compris qu'il ne fallait pas laisser cette responsabilité à une frange de la classe politique. Alors, Monsieur Kabila, vous venez avec votre famille politique. Monsieur Bemba, avec votre famille politique. Rouberois, Zaïd Ngoma et les autres. 1+4. Chacun avec ses composantes. La société civile,
chacun avec ses composantes. On met en place les institutions. C'est le Sénat de l'époque qui avait conduit, n'est-ce pas, la mise en place de cette constitution. Pourquoi cette fois-ci, ça doit être un groupe de personnes choisies sur la base de l'arbitraire, sans respect des principes? Pourquoi vous voulez accepter des choses comme ça? Alors, non, on n'accepte pas ça. Alors, maître, vous n'êtes pas partant par rapport à cette démarche, à cet appel du président de la République. Comment allez-vous faire au niveau du FCC pour justement barrer la route à cette initiative? Vous allez mobiliser la rue? Je pense déjà que le président du comité des crises, du FCC, parlant au nom du FCC, Raymond Tshibanda, avait signé un communiqué, une déclaration du FCC. Vous allez mobiliser la rue? On ne fera pas la politique comme tout le monde, ou bien comme l'UDPS à l'époque. On ne va pas tomber à ce piège-là. Nous sommes en train de faire la politique à notre manière et ça produit des résultats. C'est quoi cette façon de faire? C'est sensibiliser l'opinion telle que nous les faisons. Aujourd'hui, les Congolais, même celui qui vend ceux qui vendent dans les rues de Kinshasa, il y en a ceux qui peuvent engager un débat sur la Constitution. Seriez-vous en mesure de faire face à l'UDPS qui est déterminée aussi à mobiliser sa base pour contrer votre démarche? C'est pas un combat de boxe. C'est pas un combat de catch ou non. C'est d'abord un combat d'idées. Et c'est ce que nous faisons. Nous sommes en train de mobiliser et sérieusement. Vous avez vu l'engouement que notre peuple avait au moment de l'alternance? Et c'est le même engouement qui est encore aujourd'hui? Non. Pourquoi? C'est parce que nous sommes en train d'engager ce débat d'idées. C'est parce que nous sommes en train de sensibiliser ce peuple-là. De la même manière que Mouzé avait sensibilisé, il était au maquis. Il sensibilisait et à un certain moment, les peuples s'étaient levés et s'étaient pris en charge. Il ne faut pas minimiser que le travail que nous faisons et le travail que vous faites, le travail de nous accorder de l'espace sur votre média. Nous sensibilisons. Notre souhait est de voir les gens bien faire les choses. Il y en a qui avaient pensé que si le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, faisait un passage en force aux dernières élections, les ciels pourraient tomber ou bien ça sera comme une lettre à la poste. Et le ciel n'est pas tombé et ça n'a pas été comme une lettre à la poste parce que maintenant, ils sont en difficulté. En fait, tout le monde est en difficulté. C'est ainsi que le souhait pour nous et de voir les choses bien se faire. Alors, on va passer au deuxième dossier en rapport avec la loi de finances exercice 2025 qui a été déclarée recevable à l'Assemblée nationale. Vous pensez que ce budget chiffré à 18 milliards de dollars américains est réaliste, si on peut conclure, parce qu'on est presque à la fin? Cette question-là, elle touche essentiellement à la vie des populations. Et moi, n'étant pas au pouvoir, je vois plutôt comment les Congolais ont réagi face à cela. C'est ce qui m'oriente dans ma prise de position. Je n'ai pas vu les Congolais être convaincus du fait que ce budget-là va changer leur vie. Je n'ai pas vu. Tout le monde est dubitatif à voir comment les détournements se succèdent dans ce pays. Ça veut dire que même si vous mettez des fonds à disposition, ceux qui seront là, ils vont tout simplement détourner. Laissez-moi vous dire que j'ai été conseiller des ministres entre 2016 et 2019. J'ai vu comment les conseillers des ministres travaillaient dans les cabinets. Il était rare de voir un ministre aller en mission. À l'époque où moi j'étais conseiller des ministres, il était rare. Et quand le ministre allait en mission, tout le monde était content. Aussi bien ceux qui restaient, parce qu'au moins ils vont un peu respirer, que ceux qui partaient, parce qu'ils disaient, ah, cette fois, le ministre est avec nous, donc on peut économiser.
Mais à l'heure actuelle, c'est depuis le premier mandat du président Félix Tshisekedi. Les ministres, ils sont tous partis et tous au même moment. Vous voyez le président de la République à Kisangani, il y va avec tous les ministres. La première ministre en Belgique, elle va avec tous les ministres. Vous verrez 4-5 ministres, voilà, ils sont en mission, ils sont partis. À quel moment ils travaillent pour changer les sociales des Congolais? Ce sont des questions que je me pose. Souvenez-vous, il y a quelques mois, l'actuel président de l'Assemblée nationale, on l'a vu avec 6 ou 7 autres ministres en Afrique du Sud, aller négocier la question de maïs, des maïs qu'on n'a jamais vus. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait par rapport à ce budget pour rencontrer les attentes de la population, améliorer leur social, leurs conditions de vie, je voulais dire? Améliorer les conditions de vie des populations, c'est tout un processus. Et ce processus avec les actuels dirigeants est totalement biaisé. Mais pourquoi vous doutez autant de la détermination Mais parce que la démarche du gouvernement la démarche est biaisée. Judith Souminois? La démarche est biaisée. Ils sont arrivés là-bas. Comment? C'était sur base de quels critères? Laissez-moi un peu revenir sur ce qu'a dit M. Lambert Mende. Je l'ai suivi récemment sur votre média. Il disait qu'il avait un problème avec l'un des proches du président Joseph Kabila. Ça veut dire Katumba Mwanke. Voilà, Katumba Mwanke. Alors que Katumba Mwanke, c'était pratiquement l'homme du chef. Il décidait à temps et à contre-temps. Bien qu'il avait eu ce problème avec Katumba Mwanke, il n'avait pas quitté, s'il vous plaît, il n'avait pas quitté le gouvernement. On avait plutôt changé de portefeuille. Ça veut dire que c'était un ayant droit par rapport à son poids politique. Quand vous êtes un ayant droit par rapport à votre poids politique, c'est pas pour rien comme ça qu'on vous fait partir du gouvernement. Ça veut dire qu'il y avait un critérium qui faisait que les gens arrivaient au gouvernement. Mais récemment, quand vous avez suivi la première ministre que vous avez interviewée, parlant de son parcours, vous pensez que c'est sur base de quels critères que ce gouvernement a été mis en place? On n'en voit pas. Quand on ne voit pas des critères, ça veut dire que ça avait été de l'arbitraire. Mais des dirigeants arrivés au gouvernement à l'issue d'un arbitraire, moi je suis dubitative. Je suis en train de douter, surtout quand je les vois à chaque fois partis en mission, à chaque fois sur terrain, à chaque fois en Belgique, aux États-Unis, en France. Moi, je ne vois pas ces gens travailler. Budget réaliste ou pas, pour finir? Ça, c'est les chiffres et les lettres. Il faut d'abord que les individus soient engagés et déterminés à changer les sociales des Congolais. Mais s'ils ne sont pas là pour travailler, comment vous allez penser qu'ils vont exécuter ces budgets? Ma crainte, elle est légitime. Je ne les vois pas travailler, ils sont tout le temps partis. Vous demandez aux compatriotes qui adressent des correspondances à nos ministres, est-ce qu'ils ont des réponses? À l'époque où moi j'étais conseiller des ministres, mais c'est chaque jour qu'il y avait des signataires des ministres, ils devaient signer des lettres, même des simples accusés des réceptions. Ils les signaient. Mais aujourd'hui, vous écrivez à un ministre pour poser un problème crucial. Il n'y a pas de réponse. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le temps pour travailler. Moi, mon problème, c'est surtout les personnes qui doivent exécuter ce budget. Je vois qu'ils ont d'autres priorités que celle de travailler. Alors voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission qui a reçu pour vous Maître Arlette Odia, cadre du PPRD, parti politique membre du FCC. Avec elle, le débat a tourné autour de la révision ou changement de la Constitution ainsi que la loi des finances exercice 2025 déclarée recevable vendredi, vous le savez, à l'Assemblée nationale. Merci, madame, d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous dire merci, madame Isabelle.
Merci également à John Condé qui était à la prise de son. Pascal Kalambay et Patrick Mongongo ont permis la diffusion de cette émission via notre chaîne YouTube. Mamichela nous a aidé dans la préparation de cette émission. Miguel Mena était ou a tout coordonné. Au nom de toute cette équipe, je vous dis merci dans l'espoir de vous retrouver très prochainement dans un autre numéro de Débat au féminin. Appel du président de la République à la rédaction d'une nouvelle constitution en 2025. Le FCC de Joseph Kabila va-t-il y répondre? Budget exercice 2025 déclaré recevable à l'Assemblée nationale. Budget réaliste ou pas? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Maître Arlette Odia, cadre du PPRD, parti politique, membre du FCC. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h.